Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis très heureuse de pouvoir l'animer. C'est une conférence sur le rôle de la jeunesse dans les mobilisations pour la paix. Ça intervient évidemment après une année de mobilisation très riche et intense en termes de manifestations, d'actions, en solidarité avec les peuples colonisés, opprimés, massacrés et notamment évidemment, je pense particulièrement au peuple gazaoui qui subit aujourd'hui sous nos yeux un génocide. Et à ceux qui doutaient encore de la capacité de mobilisation des jeunes, ceux qui pensaient encore que la jeunesse était apathique, éloignée de la chose politique, je pense qu'on peut constater collectivement qu'il n'en est rien et que les jeunes ont rempli leur rôle dans ces mobilisations, à la fois dans le cadre de la réforme des retraites, mais aussi évidemment dans les mobilisations pour la paix, puisque la jeunesse, souvent, elle est le déclencheur de mobilisations sociales de grande ampleur. On l'a vu avec la réforme des retraites, notamment avec le 49.3, eh bien, les jeunes ont eu un rôle complémentaire des mobilisations classiques et des blocages très tôt le matin, parce qu'on a aidé à épuiser la police avec les manifestations sauvages le soir, durant toute la nuit, et ça a été complémentaire des grandes manifestations syndicales et des actions de blocage le matin. Et c'est évidemment quelque chose qu'on observe à l'échelle internationale, notamment il y a 5 ans avec les mobilisations à Hong Kong, où c'était les jeunes aussi qui innovaient dans les stratégies de mobilisation. On a vu toutes ces images avec les grands parapluies noirs pour se protéger de la police, mais aussi avec les manifestations au Chili contre l'augmentation du prix des services publics. Et ce qui est assez important dans la mise en action des jeunes, c'est justement la mise en réseau des jeunes à l'échelle internationale grâce aux réseaux sociaux, parce que ça permet une communication transnationale et ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, ça nous permet d'être sensibilisés, parce que si on regarde uniquement les médias mainstream, si on regarde uniquement la télé, on n'aurait aucune idée de ce qui se passe actuellement à Gaza, puisque le génocide en cours est silencié, est invisibilisé. Et donc, puisque les jeunes sont massivement sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, alors évidemment, les réseaux sociaux ont aussi leurs angles morts, leurs travers, mais la force qu'ont les réseaux sociaux, c'est que ça nous permet d'être connectés à ce qui se passe, parce qu'on a en Palestine des jeunes qui filment en direct le génocide et qui nous permettent de savoir ce qui s'y passe et de ne pas fermer les yeux. Et la solidarité internationale, elle se met aussi plus facilement en place quand une jeunesse a soif de paix, et c'est le cas, et quand elle s'organise internationalement. Et je pense que l'exemple le plus frappant, c'est celui de Fridays for Future. Donc c'était en 2019 et c'était une grève internationale à l'échelle de toute la planète pour le climat. Ça a été initié par Greta Thunberg, mais ça a mis en branle toute une jeunesse à travers le monde. Ça a commencé avec Greta, mais c'était ensuite 7 millions de personnes qui se sont mis en action dans les rues, et c'est quelque chose qu'aucune organisation adulte a été capable de faire. Et ça a été auto-organisé, c'est les jeunes qui se sont mis en mouvement grâce aux réseaux sociaux, et ça a permis d'avoir des manifestations partout à travers le monde. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est quel est le rôle pour la jeunesse dans les mobilisations actuelles pour la paix, notamment au regard aussi du passé, parce que c'est un rôle historique qu'a la jeunesse dans les mobilisations pour la paix. Je pense notamment à la guerre du Vietnam. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la puissance transformatrice de la jeunesse en France et dans le monde? Et donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à la fois des acteurs et des actrices de la mobilisation, mais aussi des observateurs de ces mobilisations, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc j'ai à côté de moi, j'ai l'honneur d'être avec Abdourahmane Ouebari, qui est écrivain, qui est professeur à la George Washington University. Je suis aussi avec Eleonore Schmidt, qui est porte-parole de l'Union étudiante. Et enfin, je suis avec Manès Nadel, qui est président de l'Union syndicale lycéenne. Et donc on va commencer avec Manès, parce qu'on a vu que les lycéens ont pris toute leur part dans la mobilisation pour la paix à Gaza, notamment à travers les blocus, et en dénonçant le fait que à Gaza, il n'y a plus de droit à l'éducation parce que toutes les écoles ont été bombardées, rasées. Et donc on va voir avec lui comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que les mobilisations ont pu se mettre en place, et qu'est-ce qu'il peut justement nous raconter de ce qu'il a vécu. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emma pour ton introduction. Merci à la France Insoumise pour l'invitation à ces amphis. Donc effectivement, tu me demandes de revenir sur le contexte et d'analyser un peu cette mobilisation qu'on a vécue cette année. Et je pense déjà, pour commencer, qu'on peut dire que ça faisait longtemps en France qu'il n'y avait pas eu une mobilisation aussi forte pour la paix et sur une situation qui n'est pas liée directement aux intérêts français. Effectivement, la France aidait Israël à se financer et à financer le massacre qui avait lieu à Gaza à la suite du 7 octobre. Mais ce n'est pas comme, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam, où il y avait un vrai enjeu parce que les étudiants américains pouvaient être envoyés sur un champ de guerre. Mais il y avait tout de même, on l'a dit, cet événement
qui est advenu donc le 7 octobre, avec une attaque qui a été assez unanimement condamnée et qui, je pense, a quand même choqué par sa violence et par les répercussions surtout qu'elle a eues. Puisque très vite après a eu lieu le siège de Gaza, ont été entendues des paroles qui étaient déjà en fait génocidaires, avec des dirigeants israéliens qui parlaient d'animaux humains dans la bande de Gaza, et plus ou moins vite, de plus en plus de personnes se sont rendues compte de la gravité de ce qui se passait là-bas et de la potentialité chaque jour plus forte qu'un génocide soit en cours dans la bande de Gaza. Nous avons vu qu'étaient encerclées dans un très petit espace avec aucune possibilité de sortir, 2 millions de personnes, qu'elles ont été déplacées, que malgré ces déplacements, les zones où les gens s'étaient réfugiés, avec rien, simplement des tentes, étaient ensuite bombardées. Et petit à petit, après, à mesure que s'éloignait le 7 octobre, on voyait de plus en plus de gens qui commençaient à se mobiliser. Ce qui a choqué aussi, je pense, c'est le rôle des puissances occidentales dans tout ça. Et surtout la grande immoralité qui, en fait, constituait nos dirigeants à ce moment-là. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait quand même une forme de rationalité et que face à des actes qui sont tout simplement inadmissibles du point de vue de la moralité de l'homme, chacun pouvait réagir. Et non, malgré ce qui se passait, les dirigeants des puissances occidentales soutenaient très fortement, sans quasiment aucune nuance, Israël. Et alors que des bombardements avaient déjà lieu, que des populations civiles en grande majorité étaient touchées, en particulier des femmes, des enfants, on voyait par exemple Yael Braun-Pivet qui se rendait à Gaza soutenir l'armée israélienne. Et je pense que ça a choqué déjà beaucoup, notamment dans la manière dont ça a été analysé dans le contexte politique et médiatique français, c'est-à-dire comme une réponse légitime. Et il y a eu à partir de ce moment-là une accélération de plus en plus de discours racistes, islamophobes, et on y reviendra peut-être, mais l'instrumentalisation de l'antisémitisme a joué pour empêcher tout soutien à, tout simplement, une population qui était massacrée à Gaza. Ce qui a choqué, c'est donc le rôle des dirigeants, et notamment d'Emmanuel Macron, qui a mis beaucoup de temps avant de parler de cessez-le-feu, avant de parler de fin de cette guerre à Gaza, comme il l'appelle, et évidemment les États-Unis d'Amérique, qui, malgré qu'ils se réclament de la paix, qu'ils se réclament de la protection des peuples, par exemple en Ukraine, ont décidé de soutenir, jusqu'à très récemment, sans quasiment aucune nuance, Israël. Et on a bien vu que pour ces gens-là, il y avait une différence fondamentale entre la vie d'un Palestinien et la vie d'un Israélien. Et ce que nous étions venus dire dans ces premières mobilisations, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Une vie est une vie, et qu'une vie palestinienne valait une vie israélienne, et que donc il fallait pleurer tous les morts. Ensuite, il y a eu un mouvement aux États-Unis en début d'année 2024 qui a commencé à émerger, et on a vu très courageusement des étudiants, des étudiantes, Abdourahmane en parlera mieux que moi, mais qui se sont mobilisés sur leur campus de manière pacifique, avec des messages simples et clairs pour tout simplement dénoncer ce génocide qui était en train d'en devenir un dans la bande de Gaza. À ce même moment, l'Organisation des Nations Unies commençait à parler de risques plausibles de génocide dans la bande de Gaza. Ce mouvement aux USA, et c'est ce qui a été, je pense, très surprenant pour beaucoup, c'est qu'il a commencé à être médiatisé en France, et à partir de ce moment-là, des universités sont rentrées dans l'action. Sciences Po d'abord, mais aussi l'université Panthéon-Sorbonne, qui a été aussi fortement réprimée. Et on est passé d'un mouvement un peu silencieux, avec des manifestations qui pourtant rassemblaient déjà tous les samedis, à un mouvement d'occupation, et qui a pris une place importante dans la campagne des élections européennes. À Sciences Po, des comités se sont organisés, toujours dans ce même esprit qu'aux États-Unis, c'est-à-dire en grande majorité, un mouvement tout à fait acceptable et tout à fait correct en fait dans la manière qu'il avait d'aborder ce problème-là, c'est-à-dire sans ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme, sans amalgame. Et ça, c'était une manière exemplaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, de présenter cette situation et de lutter pour tout simplement la survie du peuple palestinien. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose de tout à fait inacceptable. Les étudiants de Sciences Po qui ont rien fait d'autre que d'assurer un service d'ordre, c'est-à-dire d'empêcher une personne violente d'accéder au lieu où se tenait une réunion qu'on a appelée pro-palestinienne, ont été totalement attaqués dans les médias, et on a dit que ces personnes-là étaient antisémites. À partir de ce moment-là, on a compris que la classe médiatique, que principalement le centre-gauche à l'époque, puisque Raphaël Glucksmann a quand même dit que c'était une bonne chose de les déloger, et la Macronie et la droite et l'extrême droite évidemment, on a compris que ces gens-là n'allaient pas du tout entendre nos revendications, et que tout ce qu'ils allaient faire, c'est essayer de nous attaquer sur des prétextes qui, pour le coup, n'en étaient pas des véritables. Et
Ensuite, ce mouvement s'est étendu, notamment au lycée, et donc les mobilisations ont pris de l'ampleur. Les lycéens se sont rendus compte de la réalité de ce qui se passait à Gaza, et notamment, tu l'as dit Emma, grâce aux réseaux sociaux, puisque c'était quand même un massacre qui était filmé en direct, et donc il y a eu une forme de mobilisation qui commençait dans les lycées. À ce moment-là, nous, en tant qu'organisation lycéenne, même si effectivement la situation internationale n'est pas censée être dans nos prérogatives directement, on s'est dit qu'évidemment, il fallait qu'on ait notre place dans cette mobilisation. Non pas qu'on essaye de la récupérer, mais qu'on essaye de la structurer pour qu'elle puisse s'étendre partout. Nous avons donc lancé une grande campagne sur cette situation du génocide à Gaza pour dire que les lycéens devaient rentrer dans l'action et devaient faire ce que faisaient les étudiants aux États-Unis, c'est-à-dire réclamer le cessez-le-feu et réclamer un embargo sur les armes et réclamer qu'on arrête tout simplement de soutenir de manière implicite ce que fait Israël. Et je veux quand même le dire, à l'heure actuelle, on ne parle plus de Gaza, mais cette demande, elle est toujours d'actualité. Il y a toujours des gens qui se font tuer dans la bande de Gaza. Et donc, nous continuons à l'USL à exiger l'arrêt total des ventes d'armes à Israël, la fin de l'accord entre l'Union européenne et Israël, et tout simplement permettre des mesures concrètes pour que ce cessez-le-feu advienne. C'est le seul moyen de stopper l'escalade régionale qui est en cours au Moyen-Orient et de stopper évidemment le génocide à Gaza. Ce qui était important aussi dans cette mobilisation, c'est que donc nous sommes rentrés dans l'action officiellement en appelant les lycéens, et avec le peu de médiatisation qu'on avait, on a permis que tout cela rentre quand même un peu dans le débat public, et donc il y a commencé à avoir des collectifs qui se sont formés dans les lycées, qui nous ont pour certains contactés, et donc on a réussi à mettre en avant cette mobilisation. C'est pas une mobilisation, Emma parlait contre la réforme des retraites, avec une date par semaine et avec à certains jours 400, 500 lycées bloqués. On n'était pas sur cette ampleur-là, puisque de toute façon, on était dans une période de l'année qui ne le permettait pas. Mais c'est quand même des mobilisations qui se sont faites souvent dans des lycées où il y avait des blocages exceptionnels, où il y avait énormément de lycéens qui y participaient, et dans une ambiance, malgré tout, assez festive, de réunion, et avec souvent de la musique, des activités effectivement plus festives, et qui permettaient qu'on se retrouve et qu'on puisse tout simplement commémorer ces morts à Gaza, et permettre, en tout cas c'est ce qu'on espérait, d'avoir un impact sur cette situation là-bas. Il y a donc eu cela, et puis la mobilisation s'est un peu épuisée, du côté étudiant comme du côté lycéen. Et il y a eu un événement très important en cette fin d'année, avant l'élection européenne et la crise politique qui s'en est suivie, c'est les images de Rafah, que tout le monde a vu, de ce camp de réfugiés qui étaient bombardés, incendiés, et où on a vu des cadavres. À ce moment-là, ça a été quand même extrêmement fort comme réaction pour énormément de gens. C'est rentré dans beaucoup de discussions dans les lycées, et il y a eu un regain, il y a eu des manifestations sauvages qu'on a appelées comme telles, ou en tout cas spontanées, et qui ont été très très fortes. Ce mouvement, il a été, je le redis, complètement digne, complètement tout simplement exemplaire, parce qu'il faut toujours dire que quand on parle de ces questions-là, il faut éviter tant c'est instrumentalisé de faire tout amalgame, et ce mouvement a été complètement exemplaire de ce point de vue-là. Et donc après les images de Rafah, il y a eu encore une fois des mobilisations spontanées, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues notamment dans les rues de Paris, et cette effervescence militante, elle a été ensuite, elle s'est pas arrêtée là, elle s'est cristallisée, la colère est encore là, et notamment dans la campagne qu'il y a eu ensuite pour le nouveau Front populaire, en partie sur cette question-là de la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est des militants qui sont entrés dans l'action du fait de la situation à Gaza, qui se retrouvent encore dans nos organisations pour continuer à militer et à exiger tout simplement l'arrêt du génocide à Gaza. Je terminerai cette première intervention en rappelant que malgré ce qui a été dit, malgré ce qui a été dit, c'est-à-dire que les lycéens n'avaient aucune légitimité pour parler de ça et qui devraient se concentrer sur les études comme à chaque fois, je veux rappeler que le rôle de la jeunesse dans ces mobilisations, il est absolument primordial. On ne peut pas compter sans la jeunesse, et c'est elle qui s'est indignée, c'est elle qui est rentrée dans l'action le plus fortement, et qui a ensuite continué son combat militant, et qui s'est sensibilisée à la question du droit international grâce à cette question. Et tout cela, c'est pas perdu, ça va continuer à jouer dans la société. Et il y a eu aussi quelque chose qui était assez admirable, j'ai trouvé, c'est que lors des blocages, oui, on parlait de la Palestine, mais souvent il y avait aussi cette volonté de parler de ces autres pays
encore moins médiatisés, où il y avait des massacres qui étaient en cours et où des populations étaient opprimées en raison de leur nationalité, en raison de leur groupe ethnique, etc. Et donc on a parlé du Congo, de l'Arménie, etc. Et c'était aussi une manière, je pense, pour la plupart des gens qui s'y investissaient, de dire que l'enjeu de défendre un peuple qui subit la domination, qui subit dans le cadre d'Israël-Palestine l'apartheid, de ses droits qui sont écrasés au quotidien, c'est pas qu'on défend un peuple musulman face à des juifs ou qu'on défend justement des chrétiens face à des musulmans, tout simplement qu'on croit, nous, à la dignité humaine, à l'universalité de la condition humaine, et que donc c'était important de se mobiliser, quelle que soit de notre côté notre origine ethnique ou religieuse, de se mobiliser pour un peuple parce qu'il était écrasé en silence quasiment, et tout simplement dans une indignation qui était naturelle et qui était, je trouve, formidable. Merci. Merci beaucoup Manès. Donc maintenant je me tourne vers Éléonore pour savoir un peu quel bilan tu tires de cette séquence de mobilisation étudiante pour la paix. Est-ce qu'il y a eu de la répression, même si on connaît tous je pense la réponse, mais pour savoir comment ça s'est passé et comment est-ce que ça rentre aussi en écho avec les mobilisations pour la paix dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et quel bilan tu en tires finalement? Merci beaucoup à toutes et tous d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir l'occasion aussi d'échanger avec des intervenants de qualité comme cela. Pour répondre un petit peu à ta première question et pour commencer aussi à dérouler un petit peu un certain fil, quand on pense à la jeunesse mobilisée, forcément ça fait écho à notamment une certaine histoire du syndicalisme étudiant et de nombreuses mobilisations. Je pense notamment à la mobilisation durant la guerre d'Algérie pour l'autodétermination des peuples, qui a acté notamment à l'époque la politisation de l'UNEF qui a vraiment passé un cap à ce moment-là. Par la suite, ça a également été la mobilisation contre la guerre du Vietnam, puis la mobilisation contre la guerre du Golfe, contre la guerre en Irak. Donc tout un tas de mobilisations dans lesquelles les étudiants et les étudiantes ont toujours été fer de lance. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait aussi aujourd'hui le point commun un petit peu avec la mobilisation pour le peuple palestinien. C'est une répression violente qui s'est abattue, une répression pour anéantir la mobilisation des étudiants et des étudiantes et de la jeunesse. Par exemple, pour parler de la guerre d'Algérie, à l'époque, c'est le pouvoir gaulliste qui va interdire des manifestations étudiantes. Pour la guerre du Vietnam, ça va être des interdictions d'actions de solidarité, des étudiants qui vont être, des lycéens même qui vont être virés à cause de leur engagement de leur lycée. Et donc, on voyait déjà une certaine répression à l'époque, et donc forcément aujourd'hui la mobilisation pour le peuple palestinien n'y a pas manqué. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui il y a un écho qui est important avec toutes les mobilisations du passé et la mobilisation qu'on a vécue ce printemps-là, avec une mobilisation qui a été inédite sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que déjà premièrement, ça a été la censure quand des étudiants cherchaient à mobiliser ou même tout simplement à parler de la Palestine. Alors notamment il y a l'exemple de Sciences Po où il n'y avait même pas le droit d'afficher quelque chose en rapport avec le peuple palestinien, et donc à force, puisqu'ils ne pouvaient pas empêcher les étudiants d'afficher des choses, au final ils ont interdit tout affichage pour justement empêcher que tout simplement des collages soient faits qui alertent, qui disent qu'il y avait des personnes qui étaient au train de mourir justement sous les bombes israéliennes. Donc ça a été un élément à Sciences Po, mais aussi on le voit, et je pense que vous les insoumises vous le savez bien, ça a été des conférences qui ont été annulées. Je pense notamment à la conférence de Lille, la conférence de Bordeaux également, où on a interdit à des représentants politiques de venir s'exprimer dans les universités en disant que ce ne serait pas le lieu justement pour parler de cela, alors que tout lieu justement est bon pour pouvoir parler d'une cause qui est juste comme celle du peuple palestinien. Et à l'époque, nous on a toujours été là justement pour condamner ces annulations, et je pense qu'il faudra être très attentif aussi à ne pas que ça ouvre un régime d'exception, on va dire, pour la suite, pour empêcher justement les étudiants et les étudiantes de se mobiliser, de se politiser et de pouvoir aussi structurer leur propre pensée. Le deuxième point par rapport à cette mobilisation, c'est qu'on a eu quand même une montée en radicalité qui a été très vite, justement parce qu'il y avait ce blocage de la part notamment des établissements, de la part du gouvernement directement, qui ne voulait pas que les étudiants et les étudiantes puissent parler de ce qui se passait en Palestine. Et donc, face à ça, nous, on est passé, comme je disais, on a passé un cap en termes de radicalité, on est passé à des blocages, des occupations, et également à des nouveaux modes d'action. Donc, je pense qu'on en parlera après, mais c'est notamment tous les campements, par exemple, qu'il y a eu quand même sur la période, et avec du coup ces tentes-là qui sont devenues des symboles, qui ont traversé les frontières en solidarité avec le peuple palestinien, et qui ont permis aussi d'arriver jusque là-bas, justement, où on voyait bien que nos mobilisations, elles trouvaient un écho, et que ça donne aussi, je pense, du baume au cœur quand on voit qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui se mobilisent, que toute une jeunesse se mobilise à travers le monde pour alerter sur un génocide qui est en cours.
Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Et après, face à ça, évidemment, ça a déjà été dit un petit peu par Manès précédemment, mais ça a été une répression donc, des plus féroces qu'on a eu face à notre mobilisation. Ça a été donc à Sciences Po des CRS qui sont venus déloger des étudiants et des étudiantes. Ça a été le cas également dans d'autres universités. Il y a même des établissements qui ont directement fermé pour éviter même que toute mobilisation puisse exister. Il y a encore aujourd'hui des procédures, par exemple, qui sont en cours contre des camarades à nous parce que justement, ils ont bloqué leur établissement et donc aujourd'hui voilà, ils peuvent risquer l'exclusion de leur établissement tout simplement parce qu'ils ont participé à une mobilisation pour la paix. Et donc voilà, nous on est encore dans plein de procédures d'avocats. On pourra vous en parler si vous voulez venir voir notre stand, mais ça fait que par exemple les étudiants de Sciences Po aujourd'hui, ils ne sont toujours pas, ils ne peuvent justement pas être tranquilles par rapport à la mobilisation qui s'est passée. Il y a des accusations qui planent encore sur eux, et des accusations qui sont évidemment mensongères. Et puis cette répression, ça a également été les accusations en apologie du terrorisme. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait notable parce que à la violence des forces de l'ordre, ça a ajouté quand même une violence venant notamment des chiens de garde, venant des médias qui justement consistait à inverser les valeurs et dire que les antiracistes seraient finalement les vrais racistes et à nous taxer d'antisémites à longueur de journée. Avec effectivement, comme le disait Manès, l'épisode de Sciences Po qui a été quand même tout à fait représentatif de ça, c'est-à-dire que d'une simple histoire qui s'est passée une journée où, pour le rappeler encore une fois, aucune étudiante n'a été interdite d'accès parce que juive dans un amphithéâtre. Il y a eu toute une polémique qui a été montée. Ensuite, il y a eu tout un tas d'enquêtes qui ont été faites au sein de Sciences Po, tout ça pour que tout ce qui ressorte, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu, il y a personne aujourd'hui qui est poursuivi justement pour des faits ou des propos antisémites lors de cette journée-là, et que les seules personnes qui sont poursuivies à Sciences Po par rapport à cette période, c'est juste parce qu'ils ont bloqué leur établissement. Et donc, on a vraiment eu toute une polémique dans laquelle s'est engouffrée la ministre de l'enseignement supérieur, aujourd'hui démissionnaire, même si elle est bien trop présente encore à notre goût, ou Gabriel Attal, qui sont venus directement au conseil d'administration de Sciences Po pour s'emparer de la polémique, alors que tout cela était vraiment bâti sur absolument rien. Et ça a été quelque chose qui a été quand même particulièrement violent parce que du coup, quand on se fait taxer d'antisémites à longueur de journée, il faut quand même tenir le coup. Quand on nous empêche de nous mobiliser en nous envoyant les CRS dessus, il faut également arriver à tenir le coup. Mais justement, ce que cette mobilisation, elle montre, c'est que même si c'était dur, même s'il y a des moments qui étaient plus difficiles que d'autres, la mobilisation, elle n'a pas faibli. Au contraire, quand il y a eu la répression à Sciences Po, c'est des dizaines d'universités la semaine d'après qui ont embrayé et qui ont commencé à se mobiliser. Je pense notamment du coup à Bordeaux, je pense à Rennes. Il y a plein d'universités comme ça qui ont rejoint le mouvement, qui donc n'était pas non plus cantonné qu'aux Sciences Po, parce qu'il y a eu un vrai élan de solidarité aussi avec ces étudiants et ces étudiantes qui étaient au train de se faire réprimer. Et si ça s'est passé, si justement cette mobilisation elle a été amplifiée, c'est parce que nous on savait justement pourquoi on faisait tout ça, et parce que c'était notre rôle du coup que de continuer à se mobiliser jusqu'au bout et coûte que coûte. Du début jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a tenu dans tous les cas les mêmes revendications, les mêmes mots d'ordre. On n'a jamais flanché là-dessus. C'est, comme l'a dit déjà un petit peu Manès, c'est forcément les mots d'ordre qui sont importants encore aujourd'hui à marteler du cessez-le-feu et stop au génocide en cours à Gaza. C'est également l'arrêt des poursuites du coup envers nos camarades, comme je le disais précédemment. Et puis il y a également une question qui est importante, qui est sur laquelle on a nous en tant qu'étudiants et étudiantes, et notamment en tant qu'organisation représentative comme l'Union étudiante l'est aujourd'hui, c'est le fait de mettre fin à tous les partenariats, à la fois avec des entreprises aujourd'hui qui soutiennent l'effort génocidaire, comme par exemple Thales. Mais aussi mettre fin à des partenariats avec des universités israéliennes qui aujourd'hui participent à l'effort génocidaire et font partie en fait de l'appareil justement politique qui vise à théoriser par exemple la politique de destruction de tous les bâtiments pour ne laisser que des champs de ruines, qui vise à justement mettre en place des recherches de pointe sur l'armement israélien, ou encore quand dans ces universités-là on a des cursus qui sont adaptés pour des futurs cadres de l'armée israélienne, ou encore des universités qui vont aujourd'hui s'installer directement dans les colonies. Et donc nous on ne peut pas accepter que nos universités continuent à avoir des partenariats avec ces universités-là. Ça c'est clair là-dessus, on ne transigera jamais. Et pour conclure du coup un petit peu sur ces différents éléments, je le disais du coup en guise d'introduction, mais on sent qu'effectivement dans une histoire notamment de notre syndicalisme étudiant, mais on ne se mobilise pas non plus par mimétisme. Et ça c'est important aussi de le rappeler, parce que justement nous quand on se mobilise en tant qu'organisation étudiante, c'est aussi par exemple, je vais vous parler de la charte de Grenoble qui est en gros le pilier un peu du syndicalisme étudiant et qui parle des droits et des devoirs du jeune travailleur intellectuel qui est l'étudiant. Et l'un de ses devoirs le plus fondamental, c'est justement de chercher, de propager et de défendre la vérité. Alors nous on
continuera toujours à lever nos voix pour dénoncer le génocide qui est en cours et dont nous ne tairons jamais. Nous ne cesserons jamais d'alerter dessus. Et je pense que là, avec la rentrée qui approche, c'est également le moment de continuer à se mobiliser sur le sujet pour montrer que non, ce n'était pas, il n'y a pas eu de parenthèse fermée avec la fermeture des établissements, il n'y a pas eu de parenthèse fermée avec la fin de la séquence électorale, comme parfois on l'entend dire. En fait, aujourd'hui, toutes les personnes réunies ici, je l'imagine bien, on va continuer de se mobiliser pour alerter sur ce qui est en cours. Et j'ose espérer que nous arriverons à faire également respecter le choix des urnes et qu'enfin un gouvernement puisse être mis en place qui répondent aux objectifs et aux aspirations des Français et des Françaises qui ont voté, notamment parmi eux la reconnaissance de l'État palestinien et la fin du génocide en cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léonore. Et donc maintenant Abdourahmane, on aimerait savoir quel regard tu portes sur les mobilisations de jeunesse, notamment aux États-Unis, puisque tu y es professeur et on imagine que c'est à la fois connecté à ce qui se passe en France, mais qu'en même temps il y a des spécificités dues aux universités américaines, mais aussi à la politique américaine. Donc est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Merci Emma. Bonsoir. Je crois qu'on dit bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir tout le monde et je suis très heureux d'être en si belle compagnie avec Manès, Éléonore et Emma. Emma, c'est ma petite sœur normande, mais bon, c'est une vieille blague. Vous imaginez que je ne suis pas un jeune étudiant, à moins que je dise que je suis plutôt un vieux enseignant, donc je vais plutôt parler comme enseignant, anciennement en France et en Normandie, et depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, et comme citoyen concerné. D'abord comme enseignant qui a été sympathisant, soutien de mes étudiants, parce que mes étudiants, quand ils sont sortis, ils ont fait l'encampment, comme tu disais, Eleanor. Très vite, on a dit toutes sortes de choses. Et très vite, nous étions obligés, notre devoir d'enseignant a été de faire des petites vidéos pour dire tout bêtement, je suis allé sur l'encampement, je regardais mes étudiants, je les ai trouvés formidables, inclusifs, pas racistes, pas antisémites, et je soutiens mes étudiants. Mais vous voyez, ça peut nous paraître du basique. Alors, on va essayer de voir, comme je suis enseignant, je vais essayer de voir d'où vient ces hiatus entre ce qui nous paraît, je crois que c'est Manès qui avait dit moralité, quelque chose comme ça. Donc, il y a un décalage entre ce que la jeunesse vit, comment elle réagit, comment elle s'élève, comment elle est revulsée, et de l'autre côté des paroles désossées, fossilisées, qui n'ont rien à voir, qui nous ont donné de l'administration. Donc j'ai essayé de peut-être essayer de partager avec vous ces chocs, moi en tant qu'humain déjà, entre ces deux paroles et ces, comment on dirait, dans ce discours, ces batailles d'imaginaire et de langage. Mais je vais peut-être faire un petit tour aux États-Unis d'abord. Vous avez vu que donc on parle d'université, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons université. Enfin, c'est autre chose. Une université comme Harvard, qui est une des plus riches, elle a 51 milliards, je crois, de sous. C'est l'équivalent de... si on rapportait ça au PIB d'un pays, ça arrive à la 90e, je crois, sur 180. C'est-à-dire elle se situe auprès de la fin du premier tiers des pays. Si on prend des pays, c'est l'équivalent, je crois, quelque part entre la Bolivie, l'Islande, Bahreïn et, j'ai oublié un autre, la Tunisie. Et ça se situe comme ça, une seule université. Donc on voit bien que ce sont des universités qu'on dit non-profit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées faire de l'argent pour l'argent, mais elles n'empêchent que c'est des mastodontes et c'est des monstres capitalistes. Donc ça, Éléonore le disait, donc d'où vient cet argent-là? Pas seulement des frais de scolarité, mais ça vient d'investissements. Donc il y a des investissements qui sont dans l'immobilier, qui sont, par exemple, mon université, elle possède la moitié du quartier de Washington, où j'habite, qui est le centre-ville. Donc ils sont très riches. Et elles investissent où? Dans le pétrole et dans l'armement. En Israël notamment, avec MIT par exemple, qui travaille avec les ministères de la Défense israélien. Tout ça est connu. Donc il y avait déjà un débat chez les étudiants qui voulaient demander par moralité simplement ce qu'on appelle les désinvestissements. On s'est désinvesti des industries fossiles. C'était déjà un débat, il s'appelle Divest, c'est très connu. Et vous allez voir que le Divest va faire partie du slogan qui va arriver après, et la couche, on va dire, du génocide palestinien va aggravé, si j'ose dire. Mais il y avait déjà cette question du divest. Alors, une fois qu'on a dit 50 milliards, l'équivalent de la Tunisie ou de la Bolivie, maintenant, ça, c'est du macro. Essayons de voir à l'échelle individuelle qu'est-ce que ça coûte à un étudiant.
Un étudiant qui va dans les 100 premières grosses universités américaines, il paye en moyenne 40-50 000 dollars par an. L'équivalent des 45 000 euros, l'équivalent de deux salaires à 2 000 balles, quoi. Juste pour une année d'études. S'il fait un billet, il a déjà 200 balles l'étudiant. L'étudiante a 200 balles comment on appelle ça, des dettes. Donc on voit bien pourquoi les étudiants se sont révoltés dans ces universités-là où on paye très cher, où donc ça a un prix de l'ouvrir. Vous voyez ? Donc, parce que ces universités-là ont une tradition aussi de lutte, mais c'est parce que c'est des lieux de pouvoir. Donc, les étudiants sont très conscients et très engagés et très ouverts et très on va dire, dans le monde. Donc, ils sont en divorce. Et ça, c'est mon premier point. C'est ce que j'appellerais une expansion du champ moral. Ces étudiants se disent, basta, nous sommes au cœur du monstre. Nous connaissons déjà la crise écologique, etc. Et on nous raconte depuis au moins 6 mois, parce que c'était en octobre, le 7 octobre, là, on est non, je ne parle pas à l'époque. Le 7 octobre, les étudiants vont commencer à s'énerver vers la 2e semaine d'avril. On va voir d'abord à Columbia et à Barnard, surtout. Columbia, Harvard, ça va s'entraîner. Donc, ils étaient là depuis plusieurs mois, donc d'octobre à avril. Et ils reçoivent ça, évidemment, tous les jours par WhatsApp et les autres. Et donc, ils ont cette conscience qui s'est élargie. Cette conscience s'est élargie déjà il y a quelques années auparavant avec un événement qui s'appelait Black Lives Matter, vous voyez, qui se passe fin 2013. Et là, première fois aussi, je ne pensais pas assister de mon vivant, et je pense que les militants noirs surtout ne pensaient pas assister de leur vivant. Parce que là, à Black Lives Matter, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une population qui s'élève, une jeunesse surtout d'abord qui s'élève, et une population en général qui s'élève pour dire quoi ? Pour dire que le racisme, ça existe, le racisme systémique, ça existe, la violence d'État, ça existe. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est non, on ne va pas la fermer. On ne veut plus de ce monde-là, on ne va pas la fermer. Donc, dans Black Lives Matter, avant, vous aviez les mobilisations habituelles antiracistes. Ça concernait ce qu'on appelle les communautés. C'est-à-dire quand c'était un étudiant ou une personne latino qui était tué, c'est les latinos qui manifestaient, etc. Mais avec Black Lives Matter, on voit qu'il y a une conscience américaine qui dit basta. Arrêtant le racisme systématique, ça existe. Donc je pense qu'il y avait en avril cette expansion de la moralité chez les étudiants qui s'est encore réveillée, un peu à la suite ou pas, ou dans le prolongement de Black Lives Matter. Si on continue, on pourrait avoir MeToo et les questions de genre aussi. Donc on a des étudiants qui sont de plus en plus informés, qui veulent plus rester complices du système. Et l'autre chose que je voudrais laisser, c'est le discours des autres. Parce que nous, on a une morale. D'ailleurs, on est dans un lieu politique et c'est très bien. Il faudrait remercier les insoumis qui nous ont invités. Mais dans le monde autre réel, il y avait un discours qui était imposé. Alors, je vais peut-être déjà vous commencer à vous dire comment mon université a été occupée. On reçoit un jour un email vers 11h. Et un email qui est destiné à la communauté, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est 30 000 personnes, 40 000 personnes même. Il y a 30 000 étudiants, plus les enseignants, plus le personnel. Donc, vous imaginez, on reçoit un email et vous mettiez 2 secondes ou 3 secondes pour comprendre déjà. Parce qu'ils ne voulaient pas étudier, ils ne voulaient pas dire manifestants, ils ne voulaient pas dire Palestine, ils ne voulaient pas dire étudiants. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit il y a des gens qui font voir leur, comment on appelle ça, leur droit au 5e amendement qui sont sur le campus. Et moi, j'ai traduit, ils sont là. C'est-à-dire les étudiants sont là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des encampments. Et à Washington, donc dans l'université où ils ont occupé, ils ont été plus malins encore, les étudiants. À Washington, il y a, on va dire, 900 000 dans la ville et peut-être 4-5 000 dans l'agglomération. Ce n'est pas la plus grosse ville, mais c'est la 12e ville, je crois. Mais les étudiants ont mutualisé leurs efforts. Au lieu de faire des manifestations et des encampements ou des occupations de lieux sur les 5 campus, ils sont venus sur notre université, George Washington, qui est plus proche du pouvoir, qui est à 1 kilomètre de la Maison-Blanche. Et en fait, ils ont occupé, c'était une occupation coordonnée. Il y avait des universités américaines, il y avait des étudiants de George Mason, toute la région était venue, ils ont occupé ce lieu-là parce que c'est le plus visible. Et très vite, ils ont vu, et moi ce qui est mon vieux
enseignants qui étaient sympathisants quand même. Ce qui m'a très vite impressionné, c'est aussi leur inclusivité, leur organisation. Et ce que j'ai dit aussi, leur sens de la beauté. Parce que faire la révolution, il faut avoir un goût de la bonté. Par exemple, tous les encampements étaient bien aménagés, étaient décorés. Il y avait tous les dessins relatifs au drapeau, au tob, aux vêtements palestiniens. Vous voyez tous les signifiants. Mais aussi, par exemple, il y avait, alors que je suis totalement mécréant, il y avait une aile pour les prières. Et notamment les prières musulmanes, ils avaient enroulé les tapis, les tapis étaient enroulés sur des drapeaux. Tout ça a été beau et magnifique et ardent. Et une autre fois, j'ai assisté à une Pâque grecque, et c'était la même organisation de la beauté. Donc, j'ai voyé ces étudiants-là, et puis je recevais les emails de l'administration ou ce qu'on racontait sur CNN, et je me disais, mais d'où vient ce divorce? En fait, le divorce, il vient du fait que les puissants, ils ont ce qu'on appelle un discours, une communication, ils ont un récit. Les récits étaient donnés déjà par l'État d'Israël, et l'ambassadeur d'Israël à Washington, aux États-Unis, il a dit lui-même, je savais que Hamas était dans les lycées, mais je ne savais pas que le Hamas était à Columbia et à Harvard. Et les gens se disent, what? et une fois la police est rentrée dans le hall qui s'appelait Hind, pour la jeune palestinienne qu'on a tuée, donc dans le campus Hind, qu'est-ce qu'on a trouvé comme arme de Hamas? Une chaîne de vélo. Et c'était la chaîne des vélos qu'on produisait comme arme à CNN en disant, voilà là, vous voyez la connerie. Donc il y avait un récit qui disait que Hamas était dans le campus, et Hamas était déjà là, et donc il fallait juste se conformer à on est solidaire avec l'État d'Israël, 2, on protège toute personne qui serait attaquée pour sa religion ou sa culture religieuse, comme on dit, son héritage, comme on dit. Donc, en gros, s'il y avait des actes d'antisémitisme. Alors que mes étudiants, pour certains juifs, disaient, je suis juif, je suis étudiant, je suis pour la paix, et j'ai jamais été aussi bien en sécurité ici. Ils étaient obligés de mettre des t-shirts comme ça pour dire tout ça. Donc, je ne sais pas, moi j'ai essayé de voir, je vais en finir, mais avant de rentrer à Paris, donc à la fin du mois de mai, j'ai chanté From the River to the Sea là-bas, et j'arrive à Paris, on me dit non, tu ne peux pas dire ça. Je commence à dire, mais, vous voyez, c'est hiatus. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y a de choquant. Peut-être que le fait que certains lieux du campus s'appelaient de noms de martyrs qui venaient de mourir, ou peut-être c'est ça, mais je suis encore déboussolé pour bien analyser ces hiatus. Je pense que c'est simplement qu'il y a un discours d'en haut, et le discours d'en haut, quand il vient, et tous les puissants sont obligés de répéter les discours de l'État d'Israël, et il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que eux, les puissants, par exemple quelqu'un comme Macron, il ne s'intéresse pas à pourquoi les Français, par exemple, sont dégoûtés, révulsés par ce qui se passe. Il s'intéresse simplement à est-ce que le discours qui est officiel est efficace, et sinon, comment changer, aider l'État d'Israël à peaufiner son discours pour que plus de gens adhèrent au discours, voyez-vous. Donc c'est pour ça que l'expansion de la conscience chez les jeunes, c'est que les jeunes et nous d'ailleurs, les normaux, c'est qu'on est dans la révolution du réel, le réel est révolutionnaire. Donc quand on voit des enfants volatilisés sous nos yeux, on s'en fout du discours, quoi, en fait. On s'en fout vraiment, on s'en tape du discours. Alors que dans le monde des dominants, c'est juste on se tient à ces discours et tout le monde doit adhérer à ces discours. S'il faut changer quelque chose, c'est les mots du discours pour que tout le monde adhère au discours. Et alors pour finir l'expansion parce que si vous évoquiez l'expansion de la conscience, je citerai 2 personnes qui sont mortes, des étudiants, des jeunes personnes qui sont mortes dans les épisodes relatifs avant octobre, après octobre, pardon, l'un pour après octobre, l'autre avant. Ce sont 2 étudiants qui ont perdu la vie. Bon, là, il n'était plus tout à fait étudiant, c'est Aaron Bushnell, qui était un soldat à l'époque, qui s'est
qui était un ancien étudiant bien sûr, mais qui s'est suicidé, immolé devant l'ambassade d'Israël à Washington, avec son uniforme de militaire américain, et qui disait, d'origine juive lui-même, disait, à l'époque, il voulait lui percer le silence, et il voulait qu'on entende. Et il n'a rien trouvé d'autre que s'immoler. Et avant quelques années, on a eu une jeune femme qui s'appelait Rachel Corrie, qui était d'une petite université de l'Oregon, et elle est morte, elle était en Israël, enfin en Palestine à l'époque, elle était morte dans l'intifada, son corps a été écrasé par un tank. Et ces deux jeunes étudiants sont des espèces de martyrs qui ont aussi permis à ces étudiants américains en avril dernier de vraiment percer le mur du silence, et ça continue aujourd'hui. Je finirai là-dessus. Aujourd'hui, on est dans la convention américaine de démocrates américaines, et il y a des manifestants aujourd'hui. Donc les discours, les hiatus se continuent. À l'intérieur, on stage comme on dit, on ne peut pas parler d'Israël, on ne peut pas parler des Palestiniens, on ne peut pas parler des morts, mais dehors, il y a des gens qui manifestent. Tous les intervenants de la Convention démocrate sont surveillés, et même quand ils sont activistes et qu'ils ont donné leur texte, ils ont donné en avance leur texte, il est contrôlé, ils ne peuvent pas dire. Donc il y a des choses qui peuvent se dire à 1 kilomètre de distance, selon qu'on est on stage ou selon qu'on est off. Et je préfère être off avec mes amis ici que on. Merci. Oui, pour rebondir simplement sur un petit élément de notre échange, et après je crois qu'on passera aux questions. Je veux dire que ce qui est hyper important, et ce qui a été très important dans notre mouvement, c'est de dénoncer l'antisémitisme quand il advenait, parce qu'il y a des gens qui prenaient le prétexte de la Palestine pour commettre des actes antisémites, et on en a vu cette année. Et ça a été par exemple une initiative commune de l'USL et de l'Union étudiante, c'est-à-dire que lorsqu'il y a Yael Braun-Pivet qui annonce cette marche au moment où le massacre est le plus fort à Gaza, avec une ambiguïté totale, où elle-même disait que c'était une marche pour la libération des otages sans inclure les populations à Gaza, et dans un contexte où il fallait criminaliser et amalgamer la parole pro-palestinienne à l'antisémitisme, on a dit avec l'Union étudiante dans un appel commun qu'on voulait manifester notre refus total de l'antisémitisme et de tous les racismes, et en même temps ne pas manifester avec l'extrême droite. Et à ce moment-là de cette année politique, il y a eu un événement fondamental et fondateur entre ceux qui ont accepté de marcher avec l'extrême droite et ceux qui l'ont refusé. Ça a été très important pour nous. Dans la suite de ça, on a voulu lutter contre toutes les formes de racisme dans nos mouvements, dans nos organisations, et on s'est formé sur le sujet parce que la parole pro-palestinienne, elle est d'autant plus forte lorsqu'elle se fait sans concession vis-à-vis de ces actes-là. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, aux États-Unis, le mouvement Jews Voice for Peace, il a été très important. Ça a été souvent les premiers à installer des campements sur les universités. Ils ont été à l'avant-garde de ce mouvement. Et le fait de pouvoir exprimer son identité de cette manière-là, en défendant justement un peuple qui est opprimé en notre nom, en l'occurrence lorsqu'on est juif, les choses se font au nom de tous les juifs contre les Palestiniens. Il fallait dire non, pas en notre nom. On cautionne pas ça, et surtout, on veut pas amalgamer le soutien à la Palestine, à ce peuple qui est opprimé, qui subit un apartheid depuis trop longtemps, une domination depuis 75 ans et un génocide actuellement. On ne veut pas que ça se soit mis à égalité avec un refus d'être soi-même ou de l'antisémitisme. Et ça a été vachement important, et ça va le rester dans le mouvement pro-palestinien qui va continuer, parce que comme l'a dit Éléonore, c'est effectivement des mouvements, des personnes qui sont engagées à l'intérieur qui vont rester dans l'action. Ça a été aussi un résultat que la reconnaissance de la Palestine très rapidement soit un préalable au programme du NFP. C'est aussi le résultat de nos luttes. Il y a encore des choses à aller chercher, et il y a encore des manifestations bien sûr à la rentrée à faire pour continuer à s'opposer au génocide à Gaza, et pour soutenir tout simplement le peuple palestinien dans son droit inaliénable à l'autodétermination et à pouvoir vivre libre et en sécurité et en égalité en Palestine.
Pour conclure et dans la continuité de ce que disait Manès, je pense que par rapport à la mobilisation quand même de cette année, on peut quand même se faire le constat qu'on aurait pu faire plus et surtout plus tôt, parce que c'est vrai que ça a mis un certain temps à démarrer après le mois d'octobre. Mais pour autant, je pense qu'il faut aussi se dire que ce mouvement, dans sa forme comme dans son ampleur, il n'aurait pas non plus été le même sans les outils syndicaux que sont l'USL ou qu'est l'Union étudiante pour nous, que notamment au niveau du syndicalisme étudiant, ça a été un long travail aussi que de structurer et d'organiser les étudiants et les étudiantes et pouvoir aussi redonner du souffle un peu au syndicalisme étudiant. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le mouvement sur ce sujet du mouvement pour le peuple palestinien, du mouvement pour la paix. Là, on a encore de nombreux combats aussi à mener. Donc voilà, pour tous les étudiants et les étudiantes présents, les lycéens, lycéennes aussi, syndiquez-vous, rejoignez la lutte et comme ça on s'organisera, on sera d'autant plus fort pour obtenir des victoires. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir passer avec un temps d'échange avec vous. Donc, on va faire circuler un micro. Donc, n'hésitez pas à lever la main et on vous le donnera. Bonjour. Si on parle de guerre et de paix, je crois qu'on ne peut pas passer à côté des situations de guerre entre l'OTAN et la Russie. C'est-à-dire avec une guerre qui peut se généraliser très rapidement. Et si, j'ai lu dans l'invitation pour la conférence, le projet d'un mouvement ou soulèvement international pour la paix. Et je pense qu'il faut parler de ça. La guerre au Moyen-Orient, c'est très important. Mais je crois aussi la position des Européennes, de la France, pour la situation qui a un potentiel pour se développer à une guerre généralisée, c'est aussi très, très important. La France a annoncé, le gouvernement de la France a annoncé, c'est imaginable d'envoyer des troupes, hein. Et en Allemagne, on va stationner maintenant des missiles de moyenne portée. Je veux rappeler, il y a 35 ans à peu près, ça a donné raison pour un mouvement très important en Allemagne, des millions de gens qui sont allés dans les rues pour manifester contre cet stationnement, parce que, voilà, c'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, quoi, mais ça rend une guerre généralisée plus possible. Il faut, je pense, parler aussi de cette possibilité de guerre. Bonjour, j'ai plusieurs questions. J'ai entendu dire, mais je ne suis pas certaine de mes sources, qu'il y a dans cette région de conflit des Juifs israéliens et des Palestiniens qui collaborent ensemble pour la paix. J'aimerais savoir si vous êtes au courant et si justement parce qu'on vous traite d'antisémite en soutenant les Palestiniens, est-ce que ça pourrait être intéressant de donner une visibilité à ce genre de groupe? Et puis mon autre question, c'est est-ce que vous pensez que le développement d'une citoyenneté mondiale, c'est-à-dire le fait de promouvoir le fait d'être citoyen du monde, est-ce que ça pourrait participer à une issue à ce genre de conflit? Merci pour vos interventions. J'ai beaucoup de choses à dire, mais par respect pour les amis, pour que tout le monde puisse parler. Donc, juste par rapport au partenariat avec les universités israéliennes, donc, je pense que ça s'inscrit dans le mouvement BDS, boycott, le mouvement international de boycott. Par rapport, moi j'aurais voulu parler, vous avez parlé de la répression qui s'abat sur les jeunes, mais également sur les vieux aussi. Donc moi je suis une vieille militante pour la Palestine, ça fait 25 ans. Il y a une dame à Nîmes de 80 ans qui a eu la présidente de la FPS à Nîmes, qui a eu de gros soucis. Donc voilà. Donc moi je voulais ramener sur l'intergénérationnel justement. Donc
la dame pose des questions à ces jeunes, mais les manifestations où s'inscrivent dans des collectifs où il y a des associations qui militent depuis fort longtemps. Donc c'est vraiment des collectifs. Et donc nous, on a eu l'occasion, on a vu arriver des jeunes, donc ça nous a fait énormément plaisir parce qu'on est quand même fatigués après 25 ans de ce genre de combat. Et nous, je veux dire, on n'attend pas les massacres. On est dehors quand il fait moins 10 à se faire insulter, à se faire traiter de tout. Enfin bon, bref, passons. Et donc on s'est aperçu, donc on salue vraiment l'arrivée des jeunes dans ce mouvement. Ils nous ont apporté énormément de choses, notamment en matière de communication et puis en matière de... Voilà, les jeunes vont sur les réseaux, contrairement à d'autres qui ne regardent que CNews. Par contre, nous, les demandes qui nous ont été faites, c'est là que je voudrais insister, c'est sur l'aspect historique. Donc, c'est-à-dire que souvent, ces jeunes vont sur les réseaux sociaux, voient les images, et eux, ils ne peuvent pas nier le génocide, mais manquent de base historique. Et on est souvent intervenus, donc ils ont fait appel à nous comme association installée depuis très longtemps, pour remettre un peu ça dans un contexte historique qui fait défaut souvent. Merci pour vos interventions. Vous nous avez parlé de la France et des États-Unis, mais dans le titre de la conférence, il y a effectivement mention d'un soulèvement mondial. Est-ce que vous avez des informations qui nous montreraient que nos deux pays ne sont pas isolés ? Je pose la question parce que l'opposition à la guerre au Vietnam dans les années 60 a été un des facteurs d'apparition d'un mouvement mondial de la jeunesse à l'époque. Et donc, est-ce que vous avez des informations qui nous permettent de dire qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer ? On va faire un second tour de questions après, mais je pense qu'on peut y répondre dès maintenant. Est-ce que vous voulez commencer par répondre ? Je vais surtout répondre moi sur deux sujets. Le premier, c'est par rapport à la formation, effectivement, un peu pour donner des bases historiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est très tôt, donc en fait, dès le mois d'octobre, je crois, on a commencé à reprendre une formation qu'on avait déjà donnée même par le passé sur justement la situation un petit peu dans cette zone géographique du monde, et pour justement pouvoir donner en fait des bases aussi aux camarades, parce que forcément, quand on est dans une période comme ça où les informations qu'on a, c'est soit en gros les informations de CNews et compagnie, soit des informations qu'on a sur les réseaux mais qui sont souvent mal triées, nous on pensait justement que c'était important de pouvoir former tout le monde, en tout cas tous nos militants sur le sujet, pour savoir dans quelle histoire est-ce que ça s'inscrit, et pour comprendre aussi du coup qu'est-ce qui se passait sous leurs yeux, et ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faudra continuer dans tous les cas à faire de l'éducation populaire aussi, pour parce que il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le mouvement effectivement ces derniers mois, mais pas assez non plus, et vu que c'est quand même une cause qui est particulièrement importante, je pense qu'il va falloir aussi redoubler d'efforts, et notamment nous aussi au niveau des universités, au niveau de l'éducation, pouvoir faire passer le message et pouvoir aussi chercher à sensibiliser tout le monde à cette cause-là. Et après, juste sur le point un peu sur le soulèvement mondial, c'est vrai que là, on est beaucoup resté sur le cas français et des États-Unis, mais notamment après les premiers blocages qu'il y a eu, les premières occupations à Sciences Po, moi, je sais que nous, on a été beaucoup en contact avec des syndicats plutôt étudiants européens, donc notamment la FEF, par exemple, en Belgique, aussi des syndicats espagnols, italiens, etc. Et en fait, on voit, par exemple, que le symbole des tentes, du coup, il a été repris dans ces différentes universités, que par ailleurs, notamment les camarades belges, alors là c'est le COMAC cette fois, mais ils ont fait un très bon travail pour justement expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait rompre les partenariats avec les universités israéliennes, et en fait les mots d'ordre ils dépassent les frontières, et c'est vraiment quelque chose nous qu'on a retrouvé dans un certain nombre de pays. Alors peut-être que effectivement, de toute évidence oui, il n'y a pas eu un soulèvement mondial de toute la jeunesse, parce que sinon j'ose espérer que ce génocide serait terminé, que Netanyahou arrêterait justement son génocide en cours, mais pour autant il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé, et notamment en termes de coopération et de collaboration avec les autres syndicats étudiants européens. Nous, on a beaucoup avancé, même avec les étudiants de Columbia, où je sais que Sciences Po était très en lien avec eux. Ça, c'est aussi des bons signes pour l'avenir, parce que pour justement avoir une voix qui porte et qui porte haut sur des sujets comme ceux-là, il faut avoir une coordination aussi entre les différents pays. Et moi, je pense que c'est quelque chose aussi qui a été très intéressant dans le mouvement qui s'est passé, c'est qu'on a une jeunesse qui, quels que soient les pays dans lesquels elle se mobilisait, a réussi à trouver
un écho et a réussi à obtenir quand même aussi des victoires sur ses revendications. Et ça, je pense que c'est important. Donc, je parlais de la Belgique, en Espagne, c'est la même chose. Il y a quand même eu des avancées à ce niveau-là. Malheureusement pas en France, parce qu'on a un gouvernement qui ne fera jamais rien pour les jeunes. Enfin, en tout cas, ne fera jamais ce que les jeunes lui demandent. Mais, et le reste de la population non plus, par ailleurs. Mais du coup, voilà, moi, je pense qu'il y a quand même des très bonnes bases de ce côté-là. Et oui, je pense qu'il y a eu quand même une base de soulèvement mondial, même s'il y a encore beaucoup à faire. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs questions en même temps, mais c'est pas facile. Au niveau de la question sur est-ce qu'il y a des initiatives conjointes entre Palestiniens et Israéliens qui sont opposés à la guerre, c'est pas facile quand on est dans une situation qui est celle-là. Je sais qu'en Israël, il y a le parti Hadaj, qui est le parti communiste, qui est le seul à rassembler à la fois des Palestiniens israéliens, des Israéliens palestiniens et des Israéliens juifs, qui fait ce travail-là. Mais malheureusement, vous le savez, là-bas, il y a quand même un biais très très fort qui empêche de s'indigner suffisamment face à la situation à Gaza, même s'il y a une évolution de ce côté-là. Sur la question de parler notamment du rôle de la France dans des guerres qui sont plus ou moins éloignées de chez nous, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est de comprendre la parole notamment d'un intellectuel américain, Noam Chomsky, qui dit que justement, oui, c'est bien de s'indigner contre un colonialisme ou une oppression qui est faite par un pays duquel notre propre nation est éloignée. Par exemple, oui, les USA critiquent l'impérialisme russe en Ukraine, c'est une évidence. Et sur toute une série de questions, on peut avoir raison de le faire. Mais ce qui est encore plus difficile, et donc ce qui est encore plus honorable dès lors qu'on le fait, c'est de s'opposer à notre propre colonialisme, s'opposer à notre univers à nous. Et c'est ce que font les étudiants qui sont dans un milieu où la parole pro-palestinienne est restreinte. Ils arrivent à dépasser ce cadre-là et à comprendre l'enjeu universel qu'il y a là en dehors. Et je trouvais que la métaphore que tu faisais entre le off, je parle pas très bien anglais, mais off stage, in stage, tout ça était assez pertinente. Et sur les guerres et sur le combat pacifiste contre l'éclatement d'une guerre généralisée, ça a toujours été aussi une constante du combat syndical et du mouvement ouvrier auquel on se rattache d'une manière ou d'une autre. Et là-dessus, moi, je veux quand même saluer que sur tous ces cas qui sont plus ou moins liés à la France, on a des réactions syndicales qui sont à chaque fois à la hauteur. Le 7 octobre, on n'en a pas parlé parce qu'on a beaucoup parler des communiqués de certaines organisations, mais les communiqués de la CGT et de la FSU sont exemplaires sur toute la ligne et notre parole à nous l'a été aussi, je pense. Elle est équilibrée, elle permet d'éviter de tomber dans la parole dominante et en même temps, elle permet de considérer les vies de telle ou telle nationalité. Donc là-dessus, moi je veux quand même dire qu'il y a une bonne base, c'est-à-dire qu'il y a une culture commune, je pense, à la gauche à laquelle on se rattache nous et qui nous permet de lutter efficacement contre un engrenage militaire en sachant prendre des positions qui sont justes, qui sont équilibrées. Et donc oui, je le redis, il faut tout faire pour que la guerre en Ukraine s'arrête. Il faut défendre le droit des Ukrainiens à tout simplement avoir un pays et vivre dedans, que conteste de façon armée la Russie. Donc il faut évidemment soutenir le peuple ukrainien comme on soutient le peuple palestinien, de toutes les luttes où il faudra défendre des peuples opprimés, où qu'ils soient dans le monde, on pourra nous trouver aux côtés de ces peuples-là, parce que nous, justement, ça a été très important dans ces mouvements-là, on n'a pas de double standard, on n'a pas de double posture, on n'a pas une position qui est différente si c'est une vie israélienne ou une vie palestinienne, on défend la paix, on défend la vie, et ce qui est important, c'est tout simplement que ces massacres s'arrêtent partout où ils ont lieu, peu importe ce que ça peut nous coûter. Peut-être un mot sur la mondialité de la lutte, pour le dire comme ça. Je pense que sincèrement, oui, on n'a pas, quand on est dans les événements, quand on est dessus, on ne les voit pas dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la mondialité de la lutte, elle est, on va dire, forte là où il y a une négation. Et on voit bien que aussi, autrement, par exemple, le soutien à la Palestine, il recoupe totalement la carte de ce qu'on peut appeler l'Occident. Les pays du Sud, ils sont déjà au courant qu'il c'est une colonisation et une partie de la violence exercée sur les Palestiniens est un fait colonial. Par exemple, un Sud-Africain a déjà compris ça. Mais même un Irlandais a compris par rapport à un Français, n'est-ce pas? Donc on voit bien que la lutte, elle n'est pas à être menée dans certains lieux. Je pense à des pays comme, je ne sais pas, l'Afrique du Sud, la Colombie, où le gouvernement a été déjà au courant et a
fait cause par solidarité pour la Palestine. Donc, dans ce lieu-là, les étudiants n'ont pas besoin de faire de encampment. Par exemple, en France, en Italie, en Belgique, ils ont encore besoin de le faire. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être aussi ce que dit Manès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de double discours, il y a un seul fait pour la vie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent à nous, les vieux? Ils nous disent, on a compris, le fleuve est sorti des berges, il ne va pas y retourner. Et c'était déjà un peu le cas avec Black Lives Matter, et c'est le cas aujourd'hui avec la Palestine, et ça sera le cas demain si la situation des Ukrainiennes s'empirait, etc., etc. C'est qu'ils ont un discours de la vie, et ils ont un discours un discours de l'entraide, de peut-être ce que disait quelqu'un, cette forme de citoyenneté mondiale qui est à venir. Vous voyez, ils ont un discours pour dire non, pour nous, non, ça ne marche pas. Vous allez raconter des blagues sur une virgule. Est-ce que c'est un crime de guerre ou... Non, nous, on a vu qu'il y avait des morts. Donc, nous, on est solidaires avec les victimes et nous sommes pour la vie. De ce point de vue-là, il y a clairement une mondialité, si j'ose dire, des révoltes. Et pour répondre peut-être à la question de est-ce qu'une citoyenneté mondiale, est-ce que se reconnaître dans une citoyenneté internationale pourrait aider à la résolution des conflits, je pense que le frein aujourd'hui pour lutter aussi contre le génocide à Gaza, c'est le racisme qui gangrène tous les esprits, parce qu'on n'arrive pas à reconnaître en l'autre qui habite à 4000 km de nous un humain comme nous et notre égal en tout point. Et c'est justement ce deux poids deux mesures et ce racisme, cette islamophobie qui fait qu'aujourd'hui on ne mène pas à bras le corps la question du génocide à Gaza au niveau de l'État, parce que même quand on écoute les discours des journalistes, on voit qu'il y a un gros deux poids deux mesures, parce que c'est une vie palestinienne, donc une personne racisée, et donc en fait on ne reconnaît pas la vie de ces enfants comme on reconnaît la vie des enfants ukrainiens qui sont aussi sous les bombes, et on va parler de dommages collatéraux. Alors qu'on n'oserait jamais parler d'une chose pareille en parlant des enfants blancs, et donc on va considérer en fait qu'une bombe iranienne est beaucoup plus grave qu'une bombe israélienne. Et donc c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avancer sur la question. Et donc c'est vraiment parce qu'on est dans une vision du choc des civilisations, comme l'a théorisé Samuel Huntington. On considère que tout le monde arabe est une menace et qu'il n'y a qu'une démocratie au Moyen-Orient, c'est Israël, et donc tout ce que fait Israël, c'est légitime parce qu'ils se défendent, ils ont le droit à la défense et envers et contre tout, et peu importe les conséquences. Donc la question, c'est effectivement réussir à porter un discours antiraciste, contre l'islamophobie, mais aussi évidemment féministe, pour la défense des droits LGBTIQA+, et pas se laisser voler par la propagande israélienne qui va considérer qu'il n'y a qu'en Israël qu'une personne LGBTI peut être la bienvenue. On voyait sur Twitter justement ces trucs, à chaque fois qu'une personne de la communauté LGBTI avait un mot de soutien pour Gaza, on allait dire lui il ne survivrait pas 2 secondes à Gaza. Bah ouais, mais en fait comme n'importe qui, parce qu'Israël bombarde Gaza, c'est ça le problème à Gaza, c'est pas comment est-ce que vivent les personnes LGBTI, il y a des, bref, et donc en fait c'est aussi cette question là, et donc plus largement, c'est lutter contre les discriminations. Ça peut paraître très bateau, mais en fait, c'est très ancré aujourd'hui dans les médias, dans les partis politiques, à droite, à l'extrême droite. Et donc, c'est lutter contre ce discours et lutter évidemment contre le chantage à l'antisémitisme. Parce que dès qu'on a une voix pour la paix et pour les Gazaouis, on est tout de suite taxé d'antisémites. Et c'est pour ça qu'on a des collectifs en France qui nous aident énormément à lutter contre ce discours, parce que ce sont des personnes concernées, des personnes juives qui disent « mais moi, je suis juif et je suis pour la paix ». Et donc, avec ces personnes-là, on ne peut pas leur faire leur chantage de dire « ah oui, mais t'es antisémite » parce qu'ils sont directement concernés par la question, et donc on est très content de voir qu'il y a des collectifs, même s'ils sont minoritaires, de juifs pour la paix. Et sur la question de l'Ukraine et de la possibilité de la guerre généralisée, c'est effectivement un risque qui pèse sur notre continent. Et nous, on est d'accord avec Jean Jaurès qui disait mais en fait, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, et que tous les discours bellicistes qu'on peut observer en France par Emmanuel Macron, qui laissait planer la possibilité d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien, et avec des partis politiques comme Place Publique qui embrassaient complètement ce discours en disant qu'il fallait une économie de guerre, on considère que c'est très dangereux, qu'il ne faut pas mettre le doigt dans l'engrenage, parce que la guerre en Ukraine ne peut pas se résoudre par la guerre. En fait, c'est impossible. On ne peut pas vaincre la Russie militairement, et c'est pas souhaitable, parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur une zone de combat avec des centrales nucléaires. Donc, c'est des zones extrêmement sensibles qui pourraient dévaster toute l'Ukraine et toute une partie de l'Europe. Et donc, nous, on est pour pour la diplomatie, parce qu'avant, la France avait une voie diplomatique forte qu'Emmanuel Macron amenuisit et discrédite complètement. Mais nous, on pense qu'au contraire, il faut mettre la Russie et l'Ukraine autour d'une même table, pas parce que c'est des gens très sympathiques
qu'en Russie, mais parce qu'en fait, on doit discuter avec notre ennemi, notre adversaire pour faire la paix. On est obligé. Et donc, voilà, nous, on est pour justement une diplomatie, pour évidemment aider les civils ukrainiens, pour aussi annuler leurs dettes extérieures. C'est des mesures qu'on peut voter au niveau du Parlement européen, que la délégation insoumise vote. On a voté plus de 30 résolutions pour l'Ukraine, mais on dénonce encore une fois ce 2 poids 2 mesures avec la Palestine. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de Palestine aujourd'hui, parce que là, à la rentrée parlementaire au Parlement européen, on a voté une résolution sur l'Ukraine, et le groupe de la France insoumise a demandé à discuter également de la situation à Gaza, et ça a été refusé. Et donc on n'a même pas demandé de soutenir Gaza et le peuple gazaoui, mais d'en discuter. Et même d'en discuter, c'est pas possible au Parlement européen. Donc c'est pour ça qu'on insiste particulièrement sur Gaza, par la gravité de la situation, mais par aussi le fait qu'on n'en parle pas dans les médias, que c'est discrédité par les autres partis politiques, et c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de Gaza aujourd'hui. Il marche? Ouais. J'avais vérifié au début de toute façon. Bonjour, merci à tous les quatre pour cette belle conférence. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Éléonore, justement, tout à l'heure. Moi, j'ai 28 ans, j'étais étudiant il y a un moment déjà, et vu ce qui se passe avec la police, la répression et le gouvernement, moi, ça me semble complètement... il n'y a pas de précédent. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, ça ne se passait pas comme ça. Je pense que vous avez déjà beaucoup de courage pour tenir. Et je voulais demander, moi, de mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut vous faire une aide financière? Est-ce qu'on peut contribuer ou vous aider avec une pétition ou quelque chose comme ça? Voilà, ça c'était ma question. Bonjour, moi je m'appelle Jasmine et je suis lycéenne. Et il n'y a pas longtemps de cela, au sein de mon lycée, j'avais organisé un projet qui consistait à retracer le conflit israélo-palestinien avec un prof d'histoire géopolitique qui encadrait tout ça pour sensibiliser un peu plus les lycéens. Et sauf que le proviseur de mon lycée a refusé le projet car il pensait que ça allait dégénérer alors que j'avais justement des profs pour encadrer tout ça. Et du coup, je voulais savoir si vous avez des idées pour savoir... qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et comment je pourrais comment je pourrais faire en sorte pour que le projet marche. Merci. Oui, moi, en fait, ce qui est important à mon sens, c'est de replacer aussi tous ces conflits. Alors, ces conflits, je pense à celui de Gaza et puis également celui de l'Ukraine. De les replacer dans leur contexte aussi. Voilà, c'est très important. Alors, pour Gaza, bien évidemment, il faut revenir à 76 ans en arrière, 75, 76, voilà, pour replacer les choses et puis savoir aujourd'hui quel est en fait l'objectif de Netanyahou, appuyé par les États-Unis, bien évidemment, et puis l'Union européenne, on va dire, voilà, et dont la France également. Quel est leur objectif derrière? Je crois que c'est aussi indispensable de pouvoir voir tout ça, en fait. Voilà. Dans quel contexte sommes-nous? Quels sont leurs objectifs? Aux États-Unis, à l'Union européenne, à la France, quels sont leurs objectifs? Voilà. Pour pouvoir bien replacer les choses. Et puis, bien évidemment, il y a tout le côté humain, quoi. Comment est-ce qu'on peut conserver son humanité quand on voit ce qui se passe à Gaza, quoi? C'est absolument impossible. Le massacre des femmes, des enfants, enfin bref, voilà. C'est absolument... c'est inadmissible. C'est ignoble, en fait, plus que ça, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est la même chose pour l'Ukraine. Il faut replacer l'Ukraine dans son contexte. La fin de l'Union soviétique, comment les accords de Minsk ont été piétinés. Ils savaient pertinemment, les Allemands et les Français, qu'ils ne respecteraient pas les accords de Minsk, qui faisaient que les missiles ne devaient pas s'approcher de la frontière russe. Et tout le monde s'en est foutu complètement. On a piétiné tout ça. On a dit, on s'en fout. Justement, les Américains ont dit, on s'en fout, d'autant plus qu'on sait que la Russie va forcément intervenir. Et c'est logique, quoi. C'est logique, quelque part. Il y a deux blocs qui s'affrontent, qui se sont toujours affrontés, l'Ouest et l'Est qui étaient la Russie. Et là, d'un seul coup, on dit, tiens, on va justement les pousser à. Et on les a poussés à.
bien sûr. Et on se doutait bien qu'ils allaient intervenir. Donc il faut aussi replacer l'Ukraine dans tout ça. Les Ukrainiens sont des gens qui souffrent comme les Palestiniens. Bon, à une moins grande proportion, hein, mais toute victime est une victime de la guerre. Et de même qu'on demande un cessez-le-feu immédiat pour la Palestine, il faut demander également un cessez-le-feu immédiat. Et c'est un langage qu'on doit avoir tous. Et refuser de livrer des armes. Parce que les armes, ça entraîne la guerre. Moi, je suis d'une génération où on a été dans les mouvements de la paix, où on disait justement, lorsqu'il y avait un équilibre entre les États-Unis et l'URSS, l'ex-URSS, eh bien, on était dans ces mouvements de la paix, où on disait non, pas de livraison d'armes. Parce que les armes, ça entraîne forcément la guerre. Donc, pas de livraison d'armes, et pourtant, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, sur l'AFI. Et là, c'est vraiment très grave, parce que c'est la guerre. Et c'est vous, les jeunes, qui allez y aller. C'est mes enfants et mes petits-enfants. Et moi, je refuse ça. Je refuse. Parce que derrière, c'est l'impérialisme américain. Et d'ailleurs, il y a une excellente... un excellent atelier qui a eu lieu là, sur l'OTAN. Et on voit bien quel est l'empire, enfin, l'URSS, les États-Unis, ce qu'ils comptent faire, quoi. Voilà. Une dernière ? Ouais, vous avez déjà parlé. Oui. Rapide. Bonjour, merci beaucoup pour vos exposés. Je voulais savoir si vous travaillez avec le collectif Tzedek Décolonial et aussi l'UJFP, parce qu'ils ont fait de très bonnes études sur l'antisionisme, aussi, il faut mettre bien en avant, c'est de la colonisation. Le cas ukrainien, ce n'est pas du tout comme le cas... Ça ressemble, mais ce n'est pas le cas palestinien. Et aussi récemment, j'ai vu sur YouTube une interview avec ce qu'on dit indigène américain, indigène indien. Il a parlé de l'intersection des luttes, de leur lutte avec la lutte palestinienne. Et c'est une histoire de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils sont entraidés entre eux. C'est assez méconnu, mais ils sont vraiment entraidés. Donc, je ne sais pas si j'ai le lien, je peux vous le passer. Merci. Merci. Je voulais savoir si les actions... les répressions qui ont eu lieu contre les actions lycéennes et les actions estudiantines du mois d'avril et juin, enfin jusqu'à juin, donnent lieu à des plaintes juridiques. Est-ce que, je sais que par exemple, il y avait il y a eu plusieurs lycées qui ont été occupés par des CRS et des forces de police disproportionnées. Est-ce qu'il y a des actions juridiques qui seront menées contre ce style de répression? Et je voulais aussi savoir si les lycéens et les étudiants mènent quelque chose par rapport au SNU. Et voilà. Pour la question sur est-ce qu'on travaille avec Tzedek et l'UJFP, en ce qui concerne la France Insoumise, oui, notamment lorsqu'il y a eu la grande marche contre l'antisémitisme, mais avec le Rassemblement National et qu'on a voulu, on en a parlé, qu'on a voulu faire justement un événement alternatif en disant mais en fait jamais de la vie on va marcher avec des antisémites contre l'antisémitisme parce que ce serait blanchir le RN à la fois de son passé mais aussi de son présent, hein, parce qu'on le sait, il y a notamment un député du Rassemblement National qui tenait une librairie négationniste, etc. Et donc quand on a fait un événement alternatif dépourvu justement de vrais antisémites, eh bien on l'a fait en marchant derrière l'UJFP et Tzedek. Et c'est le cas pour de gros événements, mais aussi localement. Par exemple, moi je suis de Caen et on milite avec Tzedek, avec les camarades, et ils nous font aussi des formations pour qu'on puisse se former justement à la question de l'antisémitisme, de la lutte en Palestine, de l'histoire en Palestine, etc. Donc oui. De la même façon, nous, effectivement, aussi, notamment, surtout au niveau local, puisque c'est là où il y a le plus de nos formations qui sont données. On essaye de travailler avec les différentes associations comme Tzedek, l'UJFP, pour justement former les camarades à cette question-là, parce que l'antisémitisme est un fléau que souvent on oublie aussi dans les formations contre les racismes. Et là, c'est vrai que c'était d'autant plus important aussi dans la période que de former, encore une fois, nos militants, nos militantes, et même faire des formations
discussion aussi plus ouverte pour que on puisse bien comprendre aussi qu'est-ce que l'antisémitisme. Nous, on a aussi fait des formations en interne, du coup plus écrites par nous, mais c'est important aussi des fois de recourir du coup à des expertises extérieures. Et du coup, pour répondre à la question qui était posée sur comment est-ce qu'on peut nous soutenir, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a une répression quand même qui est très forte contre les étudiants, mais aussi les lycéens qui sont mobilisés. Comme je le disais, c'est pas nouveau dans l'histoire que ça arrive. Et effectivement, là on fait face à des procédures notamment disciplinaires qui sont assez importantes. Alors quand c'est au niveau de nos lieux d'études, là on arrive justement à les faire tomber parce que on a des conseils disciplinaires, on arrive à pouvoir gérer les choses, mais parfois ça sort aussi du cadre universitaire. Et par exemple, à Sciences Po, les camarades ont réussi à trouver un avocat pour les défendre, mais notamment nous, ça va parce qu'on est une organisation étudiante et que du coup, on est plus formé à ça. Mais dans les comités Palestine, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants non organisés, on va dire. Et de fait, ça complique aussi la chose pour pouvoir les protéger, pour pouvoir faire en sorte que les plaintes qui sont posées contre eux puissent tomber. Donc là, on a une grosse bataille à mener aussi contre cette répression-là. Et donc, ce qui fait le lien avec la question qui était posée précédemment, mais déjà, en tant que syndicaliste, je pense que c'est toujours important de pouvoir apporter du soutien à nos luttes, parce que si on apporte du soutien à nos luttes, ça permet aussi de les amplifier derrière, d'être également présent sur encore plus de lieux, sur encore plus de lycées, encore plus d'universités. Et donc, rien que de visibiliser notre action, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et après, effectivement, il y a la question aussi financière, où nous, notamment pour toutes les raisons de procédure que je disais, cette année, on a mis en place un système un petit peu de dons. Bon, déjà avant, on a des tote bags, des stickers, etc., qui sont au niveau de notre stand, mais également si vous souhaitez faire un don mensuel ou ponctuel, vous pouvez également passer nous voir. Il y aura toujours des camarades qui seront présents et qui seront très heureux de vous accueillir aussi pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on fait. Là, on est présent sur l'ensemble du territoire et présenter ce qu'est l'Union étudiante, parce que c'est un syndicat qui est plutôt récent, parce que ça a été créé officiellement en 2023, mais aujourd'hui, on est le premier syndicat étudiant de France, donc comme ça, on pourra vous parler un petit peu de nous. N'hésitez pas à venir nous voir du coup. Alors, il y avait la première question sur la répression qu'il y a eu au sein du lycée sur le projet à propos de la Palestine. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve énormément. C'est-à-dire que même des professeurs qui simplement évoquent le sujet avec leurs élèves, et je sais que moi, pareil, prendre mon exemple à moi, au lendemain du 7 octobre, c'était important d'avoir un temps peut-être pour en échanger, que ce soit en AGGSP, donc une matière de spécialité en gros autour de la géopolitique, etc., et en histoire-géographie tout simplement, une matière que tout le monde a. Il y a effectivement des professeurs qui considèrent que c'est leur devoir de le faire, et moi on les suit à 100% parce que c'est effectivement le rôle de l'éducation nationale que de pouvoir donner un minimum de données politiques, pas de les inciter à aller dans une voie ou dans une autre, mais tout simplement que les gens aient des éléments fiables, et c'est le rôle des professeurs que de le faire. J'avais notamment le dirigeant du syndicat FO du secondaire qui disait qu'il y avait plusieurs cas qui ont été recensés, en tout cas chez eux, de professeurs qui ont subi cette répression-là, et c'est quand même gravissime. Et c'est pareil aux États-Unis, des professeurs ou des membres d'administration qui se sont joints aux étudiants, ce qu'ils avaient le droit de le faire, ont été pareil réprimés, accablés, et à chaque fois c'est des méthodes qu'on retrouve d'intimidation. Elles sont très fortes contre les professeurs, et elles sont aussi très fortes contre les lycéens, les lycéennes. Il y a des blocus qui ont été faits et qui ont été très très fortement réprimés, et je veux réaffirmer notre soutien à tous les camarades, à tous les professeurs qui sont réprimés pour leur soutien à la Palestine. Par ailleurs, sur le travail, pour terminer sur ça, il y a quand même des moyens d'éviter ce genre de problèmes, ou en tout cas de les résoudre une fois qu'ils arrivent. Sur ce que tu disais précisément, notamment le fait d'être présent en tant qu'élu lycéen dans son conseil d'administration, ça peut permettre d'avoir tout simplement sa voix à donner dans ce genre de problématiques. Et en général, c'est des élections qui sont peu investies, mais pourtant elles ont un sens réel. Et donc nous, on invite tous nos adhérents à se présenter dedans, et on va refaire un travail à cette rentrée là-dessus. Et par ailleurs, effectivement, comme l'a dit Éléonore, notre rôle en tant que syndicaliste, c'est de mettre toute notre force, toute notre énergie à essayer de trouver des solutions concrètes, à aider les personnes qui sont dans ces situations-là. Et donc, quand on a des personnes, des militants qui sont convoqués, eh bien, on essaye de rediriger au maximum vers des avocats. Effectivement, la formation juridique dans ces cas-là, elle est très, très importante. C'est quelque chose qu'il faut appuyer en ce moment. Par ailleurs, autour de ce que disait une autre personne à propos des organisations juives pour la paix, c'est un mouvement, et on en revient au côté mondialisé, c'est-à-dire
C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de voir ça de plus en plus. En France, malgré le fait que la communauté juive française soit historiquement plutôt opposée à un soutien tel quel à Israël, la chose a un peu dérivé et des organisations qui étaient plutôt mesurées comme le CRIF sont devenues des organisations, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, d'extrême droite, et en tout cas de soutien à la politique d'extrême droite israélienne et aux politiques d'extrême droite en France. Il y a effectivement un travail à faire. Nous, on essaye aussi de se former sur la question. Au-delà de ces organisations qui font du très bon travail, qui proposent justement des formations, il y a aussi des intellectuels qui arrivent à porter une voix justement juive contre l'antisémitisme, pour la paix, notamment je pense à l'historien Dominique Vidal. Et donc effectivement, dans toutes ces luttes, il faut tout simplement comprendre que notamment l'antisionisme, il a une historicité juive et que c'est d'abord une opposition juive au sionisme qui a eu lieu. Et il faut continuer d'entendre ces voix-là parce qu'effectivement, si on fait dans un cas aussi complexe que le conflit, que la question palestinienne, si on fait sans les juifs, c'est compliqué d'éviter ce genre d'amalgame qui malheureusement peuvent arriver à chacun. Et c'est notre rôle aussi en tant qu'organisation que quand il y a une personne qui commence à avoir des propos qui peuvent s'apparenter à de l'antisémitisme, que de le voir et que tout simplement de le signaler parce que ça n'a pas de place dans nos organisations. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a. Juste pour un chouïa peut-être de complément, et même pas de complément, d'indication. D'ailleurs, pour rendre hommage, il y a une dame qui parlait du fait que le problème palestinien est colonial, ou israélo-palestinien si vous voulez. Oui, c'est évident. C'est un peu différent de ce qu'on avait dit sur l'Ukraine, mais et vous avez parlé du fait que les indigènes, ce qu'on appelle les American, les indigènes, Native Americans avaient déjà été le plus informés. Et je pourrais juste, c'est ça mon information, de dire aussi les African Americans. À une époque où, en tout cas en Occident, la colonialité, comme on dit, ou le fait que la question palestinienne est au fond une question coloniale, des intellectuels africains-américains l'ont aussi repéré très vite. Des intellectuels africains-américains, par exemple, qui ont une sexualité difficile, qui sont soit ce qu'on appellerait aujourd'hui des lesbiennes comme Audre Lorde ou Jude Jordan, ou qui sont des homosexuels comme James Baldwin, avaient très vite repéré et avaient donné un espèce de presque... soutien presque instinctif à la Palestine et aux martyrs palestiniens dès l'époque déjà. Je parle des années 70-80. Et déjà, à l'époque, on les accusait d'antisémitisme. Donc, vous voyez, donc la colonialité est un fait qui parle et les colonisés se sont retrouvés, si j'ose dire, se sont reconnus dans la nuit même. Voilà, merci beaucoup. Arabe est également mobilisée et fait face à une répression, notamment dans les pays qui ont normalisé leur relation. C'est ça, des pays qui ont des relations très problématiques avec Israël, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça va de la Jordanie au Maroc. Je suis désolée, on va devoir arrêter là parce que c'est la conférence de Jean-Luc Mélenchon juste après. Il y a déjà la queue, donc pour ceux qui veulent suivre.